On parle beaucoup de start-up et j'ai peur des fois que ce soit au prix de plus mettre d'argent dans la recherche fondamentale. Ça, c'est vraiment une énorme erreur si on allait dans cette direction. Mine de rien, ça bouge pas mal à Paris et même depuis les États-Unis, on en entend parler. Pour moi, le plus dur, ça a vraiment été d'accepter que monter une boîte, c'était vendre une histoire. Quand on est chercheur dans le public, lancer une start-up à partir de ses travaux de recherche a un nom, la Deep Tech. Des femmes et des hommes qui, un jour, ont eu ce déclic et se sont dit « pourquoi pas moi ?» Mais ils ne l'ont pas fait seuls. Un proche, un professeur, une rencontre parfois, les ont convaincus de se lancer dans l'aventure. Dans cette saison 2 du Déclic Deep Tech, à chaque épisode, un invité vous présente son ou ses personnes déclic. Découvrons-les ensemble. Le Déclic Deep Tech, un podcast signé The Meta News, le journal des chercheurs, en partenariat avec BPI France. Bonjour à tous, je m'appelle Laurent Simon et vous écoutez la saison 2 du Déclic Deep Tech. Je ne suis pas seul. Bonjour Alexandra. Bonjour. Alexandra, vous êtes CEO et vous avez fondé la société InVitro. InVitro, on va en parler ensemble dans pas longtemps, mais on va d'abord un peu parler de vous. J'ai envie de dire que vous venez d'une famille cosmopolite, Alexandra. Déjà, vous appelez Alexandra Boussomier-Calleira. Très bien dit. J'ai bien prononcé ? Oui. Calleira, parce qu'il y a des origines espagnoles. Exactement. Quel rôle ça joue dans votre carrière, ce côté cosmopolite, ce côté international ? Je pense que c'est un rôle prépondérant parce que, mine de rien, quand on voit ma carrière et même celle de mon frère, par exemple, dans le sens où on a très tôt voulu partir, on a très tôt voulu découvrir de nouveaux horizons. Pas que personnellement, où on a beaucoup voyagé parce qu'on a eu la chance de pouvoir, bien sûr, mais professionnellement, très rapidement, j'ai fait mon lycée en France. On était à côté de la Suisse, à la frontière, et donc ça m'a motivée à aller étudier à Lausanne, à l'EPFL. De là, j'ai eu l'envie, après 3 ans passés à Lausanne, à étudier de l'ingénierie médicale. Je suis allée à Londres, en Angleterre, pour faire mon master et ça m'a tellement plu que je suis restée pour faire mon doctorat. Et c'est ça qui m'a aussi, en plus, donné l'envie d'aller découvrir un autre système, qui est celui des États-Unis. Et donc, j'ai fini par faire mon post-doctorat au MIT à Boston. Et donc, pour revenir à votre question, je pense que sans cette culture de l'envie de découvrir, de l'envie de repartir à zéro à chaque fois, je l'aurais jamais fait. Et clairement, je pense que c'est quelque chose qui m'a vraiment permis de grandir et notamment d'acquérir une maturité professionnelle et même scientifique. On ne réfléchit pas de la même manière en France, en Espagne, en Angleterre, en Suisse ou aux États-Unis. Ah, du coup, ça appelle une question. Comment est-ce qu'on réfléchit ailleurs qu'en France ? En quoi est-ce si différent ? Alors, j'ai peur je l'ai dit, mais j'ai peur finalement, c'est là où j'ai eu le moins d'expérience en France. Donc, je vais oser me prononcer sans pour autant en être très sûre. Mais ce que je pense qui est évident, c'est notamment, en tout cas à l'époque, ça fait quand même 10 à 15 ans que j'ai pas étudié, que j'ai fini mon lycée. Plutôt 15 d'ailleurs. Et c'est un peu cette idée qu'en France ou en Suisse, en tout cas, c'est un système d'éducation dans lequel on vous accompagne beaucoup plus. Ce qui est une force. Donc, ça veut dire que même si on regarde une semaine typique dans un lycée ou même à l'EPFL, en tout cas encore une fois à l'époque, on va vous organiser les travaux pratiques où il y a des assistants qui vous aident pour vous accompagner. Donc c'est beaucoup plus dans cette approche on vous structure tout ça, on vous aide à aller jusqu'au bout. On va en Angleterre, aux États-Unis, en tout cas de mon expérience, même si on regarde une semaine typique à Imperial College j'ai pas étudié aux États-Unis pour le coup, c'est vous avez, j'exagère, mais vous avez 8-10 heures de cours. Le reste du temps, c'est un peu à vous de vous débrouiller. Et donc, c'est un détail. On dirait vraiment que c'est un détail, mais c'est cette idée à vous de faire vos preuves, à vous d'aller demander de l'aide d'autant plus. Et encore une fois, c'est peut-être subtil, mais je trouve que c'est des systèmes de pensée qui sont vraiment un peu ça perturbe au début, mais ça nous force à sortir de notre zone de confort. Et donc, ça peut être une bonne comme une mauvaise chose. On prend un peu ce qu'on veut, d'où on peut. Pourquoi ce retour en France, alors ? Alors, très bonne question. Alors déjà, il y a de très bonnes choses en France. Je voulais pas dire... La première réponse, J'ai pas compris l'inverse. Oui, d'accord. Je voulais juste le clarifier pour ceux qui nous écoutent. Mais la première réponse, c'est parce que ça faisait très longtemps, mine de rien, que j'avais pas été en France. Ça faisait 12 ans.
j'avais été voir mes parents quand ils y étaient encore, mais que j'avais vraiment baigné dans le milieu français. Donc, j'avais vraiment cette envie de revenir. L'autre raison, c'est parce que, mine de rien, alors étant à Boston, j'ai souvent la question de pourquoi tu as été à Paris monter une boîte, parce que Boston, ça reste quand même un gros hub start-up. Mais Boston au MIT. Oui, voilà, exactement. Oui, pardon. Mais en fait, mine de rien, ça bouge pas mal à Paris. Et même depuis les États-Unis, on en entend parler. Et donc, c'est vrai que je me suis dit, c'est un peu le bon moment. Au lieu de se dire, je vais directement rester aux États-Unis parce qu'il y a de quoi faire là-bas, je me suis dit, c'est génial. Je vais un peu utiliser cette opportunité pour revenir en Europe maintenant que j'ai l'impression quand même ça bouge pas mal, notamment de par la BPI France qui nous aide beaucoup à Invitro. Mais il y a plein d'autres raisons, en fait, de plus en plus de fondateurs. Donc, je me suis dit, c'est un peu le moment ou jamais. Mais peut-être que la raison la plus pratique, je crois qu'on en avait parlé, c'est que j'ai obtenu une bourse de Marie Curie. Et donc là aussi, je veux les remercier parce que c'était une sorte de nouvelle bourse qui permettait de donner de l'argent aux chercheurs pour les ramener en Europe et pour les faire intégrer une start-up. Donc, c'était un peu le rêve. J'ai rejoint une start-up en France qui cherchait, qui était un peu dans mon milieu. Et c'est ça qui m'a permis de revenir un peu avec cette liberté parce que, mine de rien, c'est une bourse qu'on obtient, comme la plupart des bourses en recherche, en fait. C'est sur la base des idées qu'on propose, mais bien sûr, sous la, entre guillemets, protection d'une institution, d'une start-up. Et donc, je suis revenue en me disant, j'ai vraiment toutes les raisons de revenir maintenant et de tout donner. Vous avez rejoint une start-up, mais il vous fallait la vôtre, quelque part. Vous vous en êtes rendu compte assez rapidement ? Oui, alors très bonne question. En fait, je l'avais toujours su. J'avais toujours su que je voulais monter une boîte. Je ne savais absolument pas comment ni quand. Et donc, c'est un peu comme tout. D'ailleurs, j'ai l'impression dans ma vie, c'était un peu incrémental. C'était à chaque fois, j'avais des nouvelles portes qui s'ouvraient. Et du coup, je me suis dit, je rentre dans une start-up, je vois un petit peu comment ça se passe. Puis ce qui est marrant, c'est qu'on découvre vite fait qu'en fait, une start-up, c'est un écosystème qu'on construit presque à son image. Donc très rapidement, je me suis dit, c'est très intéressant, mais en même temps, ça sert à rien, entre guillemets, pour moi, d'en apprendre beaucoup plus sur une start-up qui a l'image de quelqu'un d'autre, sachant que je vais monter ma propre boîte. Donc c'était vraiment cette idée de je viens, je teste un peu le terrain, c'est très intéressant. Et puis ensuite, on se lance avec, encore une fois, cette liberté qui est celle d'avoir une bourse quand même. C'est un grand luxe. Au-delà de l'opportunité, parce que vous avez fait un peu le top of the pop de la recherche au niveau mondial, le PFL, le MIT, c'est des noms connus, des noms intéressants, des noms excellents même, comme on dit aujourd'hui. Je crois pas avoir saisi pourquoi vous vouliez ne pas faire de recherche après. Ah, alors ça c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a coûté plus, alors comment dire, c'était plus évident pour moi que je voulais monter une boîte plutôt que de me décider d'arrêter la recherche. La recherche, j'ai vraiment adoré et je continue d'adorer. D'ailleurs, je ne pensais pas aller jusqu'à un postdoc. Donc, pourquoi j'ai voulu arrêter ? Parce que à la fin de mon postdoc, j'ai vraiment réalisé qu'il y avait quelque chose qui me manquait par rapport à ma personnalité. Peut-être que ça s'entend, mais je suis quelqu'un d'un peu impatient. et en fait, j'adore vraiment la recherche, mais il y a cette inertie qui est nécessaire. Vraiment, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu partir, parce que je me suis dit, il y a quelque chose de très beau dans la recherche fondamentale que j'ai exploré pendant 8 ans, presque lors d'un doctorat, un post-doctorat. Mais il y a un peu ce manque de vitesse qui me permettait de confronter en fait ce que je développais à soit un besoin immédiat, soit à des utilisateurs ou à des patients. Et qui me manquait parce que sinon j'avais vraiment trop souvent la peur d'aller un peu droit pas droit dans le mur, mais de pas savoir où aller. Mais par contre, j'insiste, c'est pas parce que moi j'ai voulu partir que je considère qu'il faut pas des gens qui le fassent. Vraiment, il y a quelque chose sur lequel je veux insister, c'est que très souvent on parle beaucoup de start-up et j'ai peur des fois que ce soit au prix de plus mettre d'argent dans la recherche fondamentale. Ça c'est hors de question. Je trouve que c'est vraiment une énorme erreur si on allait dans cette direction. Et il y a quand même une ligne continue dans votre parcours. Il y a la recherche, bien sûr, et son pendant, la création de cette entreprise, Invitro, on va en parler dans un instant. Mais il y a aussi la thématique, en fait, qui vous a amené à la recherche, qui est la microfluidique. Alors, j'aime bien qu'on en dise un mot, parce que vous avez commencé dans un autre secteur, qui était plutôt sur les cancers, au MIT, pour faire tout autre chose aujourd'hui, tout autre chose, c'est pas tout autre chose, mais une autre adaptation de cette même technique. On va en dire un mot de la microfluidique, c'est assez récent, tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est, et j'aime bien que vous nous le vulgarisiez comme ça en quelques mots. Très rapidement, en revanche, juste pour clarifier, je fais plus de microfluidique aujourd'hui, mais je crois que ce que vous disiez, c'est que j'en faisais à l'époque lors de mon postdoc. Oui, très bien. Donc pendant mon postdoc, j'ai rejoint un labo, donc le labo de professeur Roger Cam, qui se spécialisait, donc comme vous le disiez, dans la microfluidique. Donc très rapidement, la microfluidique, c'est une technologie qui permet de manipuler des très petits volumes de liquide. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite,
ça peut être décliné pour différentes utilités. Celle qui intéressait mon labo, là où j'étais au MIT, c'était d'utiliser ces petites chips, donc imaginez-vous des petites puces, dans lesquelles il y a des canaux qui permettent, comme je le disais, de manipuler des petits volumes. Et en fait, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter, on va injecter des cellules et du gel, je parle très simplement, pour recréer en 3 dimensions des tissus humains. Et donc, c'est ça vraiment qui nous intéressait à l'époque, c'était comment est-ce qu'on peut recréer des tissus, animaux bien sûr, mais éventuellement, à la fin, ce qui nous intéresse, c'est de recréer les tissus humains pour mieux comprendre n'importe quelle maladie. Là, en l'occurrence, c'était le cancer, et comprendre comment on pouvait manipuler les cellules immunitaires de manière à mieux les aider pour combattre le cancer. Et donc, vous avez raison, c'est de là qu'est partie un peu cette envie de continuer dans la lignée de la culture cellulaire. Et on en arrive du coup à in vitro. Exactement. Alors, in vitro, expliquez-nous en 2 mots, parce que là, vous serez beaucoup plus compétente que moi pour le faire. On est plutôt dans le domaine de la fécondation in vitro, qui est un autre domaine que celui que vous venez d'évoquer, mais j'aurais besoin que vous nous l'expliquiez. Bien sûr. Alors, c'est vrai que intuitivement, le rapport est pas très clair. Donc, vu que je vous ai parlé de mon postdoc, je vais vous parler justement comment je suis passée de cette application qui était vraiment microfluidique hardware à in vitro, qui est une boîte de software, de logiciel. Donc, le fil conducteur, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est la culture cellulaire, la microscopie. L'idée, c'est qu'après mon postdoc, j'ai passé, moi et tout le labo, on passait un temps fou dans le labo, des week-ends, des soirées à nourrir nos cellules, à les regarder. Elles sont très exigeantes, les cellules. Et j'en suis sortie vraiment avec ce sentiment de manque d'automatisation et surtout avec un manque de contrôle de qualité normal. C'est pas qu'on était en retard par rapport à d'autres labos, c'est qu'on avait un manque d'outils pour nous assurer que ce qu'on fait, c'est bien. Et donc, en sortant de cette expérience, je me suis posé... Alors, c'était des sujets qui m'intéressaient, donc je savais que je voulais rester dedans. Et je me suis posé la question de où est-ce que ce besoin peut être vraiment ressenti. Pendant 1 an, j'étais un peu toute seule quand j'ai rejoint cette start-up, donc j'allais un peu... je savais pas trop où aller. J'ai cherché, quoi. Exactement. J'ai cherché, sans trouver, mais pour autant, j'ai beaucoup appris. Et du coup, j'ai cherché beaucoup dans le domaine de la recherche. Donc, comment je pouvais aider des chercheurs. Et en fait, là, j'ai rejoint un programme qui s'appelle Entrepreneur First. Et eux, ils ont été assez rapides à me dire, Alexandra, t'es gentille avec tes idées de chercheuse. Mais là, tout de suite, si tu veux monter une start-up de la manière de laquelle eux, ils veulent la monter, donc aller vite, lever des fonds, il faut que tu trouves un besoin beaucoup plus commercial, beaucoup plus immédiat. C'était pas trop dur de penser autrement que comme vous avez appris à penser jusqu'alors? Absolument. Et ça, si vous voulez, on en reparle. Je trouve que c'est notamment pour ça que Entrepreneur First, je le recommanderais. Il y a déjà, la première chose à dire, il y a 40 000 façons de monter une boîte. Donc, il n'y en a pas une qui est bonne et l'autre qui est mauvaise. Mais ce que j'ai aimé de leur part, c'est qu'en fait, on n'avait plus d'excuses. Je le dis souvent. C'est Entrepreneur First, on n'a plus de labo, on n'a plus de raison de développer quoi que ce soit. C'est, tu viens, tu as 3 mois, il faut juste que tu parles à des gens et que tu trouves un besoin. Et je reviens à votre question, c'est perturbant parce que on est très souvent perfectionniste quand on est chercheur et là en fait il y a rien à perfectionner, il faut juste qu'on trouve quelque chose. Good enough is just perfect. Ouais, c'est clairement différent et notamment ça aide quand on est entouré d'autres gens qui le font parce qu'au moins ça nous rassure qu'on n'est pas juste très bizarre. Mais je me permets de rajouter autre chose parce que peut-être que ça peut revenir dans la conversation plus tard, mais pour moi le plus dur au-delà de ça a vraiment été d'accepter que, en tout cas selon le modèle dans lequel je partais, monter une boîte c'était vendre une histoire. Et je pèse mes mots parce que je pense qu'en tant que chercheur et quand même ingénieur, parce que j'ai quand même une formation d'ingénieur médical, c'est presque un peu personnel ce que je vais vous dire, mais j'ai l'impression que très souvent, on nous apprend que, voilà, il faut être factuel, il faut avoir des données pour appuyer ce qu'on dit. Et très souvent, je vais parler un peu trop, je vais simplifier les choses, mais on est très rapide en tant qu'ingénieur à dire ces gens qui brassent du vent. Et en fait, ce qui a été vraiment dur pour moi, c'est de faire ce pas je suis quelqu'un qui est dans un labo, qui produit des données et qui n'utilise que ces données pour convaincre des gens. En fait, je dois vous convaincre d'une vision que j'ai pour dans 5 ans. Je n'ai pas exactement grand-chose à l'appui de cette vision, mais je suis convaincue que si vous me donnez les moyens, je vais y arriver. Et en fait, pour revenir à votre question, c'était le plus... Et même à ce jour, j'entends souvent des commentaires de « Ah oui, vous savez, ces gens qui parlent beaucoup sans rien faire », et c'est genre non mais en fait je vous assure c'est juste que l'ordre a été inversé en fait. Et ça vous avez réussi à vous y faire finalement, au fait de raconter des histoires. C'est vrai que pour un chercheur raconter une histoire c'est
c'est pas son monde. Alors, oui et non, dans le sens où pour un chercheur, souvent, on doit devenir des bons communicants, mais c'est son histoire, c'est une histoire qu'on écrit au jour le jour, en fait. Avec ses données, avec son temps. Alors, j'exagère parce que c'est pas vrai, dans le sens où, notamment quand on monte en hiérarchie de recherche, notre job, c'est de trouver de l'argent pour de futures recherches. Donc, je dis pas bien sûr qu'on doit avoir un peu dans le futur, mais je trouve que forcément, ça se doit d'être moins risqué parce que forcément, on n'a pas des investisseurs en face. Enfin, si, mais c'est pas le même genre. Et parce que c'est un peu plus incrémental. Donc, oui, pour revenir à votre question, j'ai clairement réussi, enfin, j'y arrive, mais c'est pas tous les jours facile. C'est clairement là qu'on remarque que j'ai cette formation de chercheur, d'ingénieur, mais qui est aussi une force. C'est juste que des fois, je suis un peu schizophrène. Des fois, je sais plus sur quel pied danser, et des fois, c'est des forces, des fois, c'est une force, des fois, c'est un peu fatigant. Jour pair, jour impair, ça dépend des jours. Exactement. Alors, chers auditeurs, on n'a pas oublié la promesse qu'on vous fait systématiquement à chaque épisode, celui de trouver une personne ou des personnes déclic, et je vous propose d'appeler là où les personnes déclic qu'a choisi Alexandra. Alexandra, personne n'a répondu au téléphone. Alors, c'est la première fois que personne ne répond au téléphone. Pourquoi ce mystère ? Vous êtes votre seul déclic ? Alors, au début, je pensais alors, je dirais pas ça comme ça. Je suis pas mon seul déclic, mais j'ai vraiment du mal à identifier une personne à qui je pourrais attribuer en fait ce déclic. Je pense que, encore une fois, j'ai eu de la chance d'avoir beaucoup de personnes dans ma vie qui m'ont aidé à incrémentalement me permettre de réussir à ma manière. Par contre, en revanche, ce qui est peut-être aussi illustré dans ce manque de réponse, on en a parlé lors de nos échanges, mais ce qui est un peu illustré par ce manque de réponse, c'est le fait qu'il y aurait éventuellement une personne, ou voire deux, qui serait à l'origine de mon déclic, ou plutôt d'une inspiration, et ce sont mes grands-mères qui aujourd'hui ne sont plus vivantes. Et l'idée, c'est que ce sont deux femmes, et je pense notamment à une parce qu'elle avait vraiment la fibre scolaire, la fibre académique, qui a été institutrice, qui sont nées au début du siècle dernier. Et je vais pas faire un cours d'histoire que je ne saurais donner, mais c'est quand même connu qu'à cette époque, les femmes, c'était pas forcément très facile pour elles de briller, de réussir, même si elle a brillé en tant qu'institutrice. Elle n'aurait pas pu être à votre place. Exactement. Mais elle aurait peut-être bien aimé. Exactement. Ou alors à sa manière. Je pense pas que réussir pour elle veuille dire exactement, mais en gros, c'est cette inspiration de dire que ce sont notamment, c'est pour ma famille, pour mon frère, pour mes parents que je le fais, mais c'est notamment pour ces deux grands-mères que je le fais parce que je sais très bien qu'elles n'ont pas eu cette chance que j'ai eue, et du coup, je cultive ma chance tous les jours. Et pour moi, cultiver cette chance et vraiment me donner à fond, c'est faire de la recherche d'abord et ensuite monter ma boîte. Vous leur avez dédicacé votre thèse, d'ailleurs. C'est exactement ça. Et c'est grâce à ça, c'est grâce à ce souvenir-là précis que vous avez réussi à trouver ces personnes déclic que malheureusement, et pour des raisons évidentes, on ne pourra pas appeler. Mais exactement. Revenons-en à In Vitro. C'est vrai. In Vitro, je me suis amusé à regarder sur le site, évidemment, et c'est la première fois que je vois les nationalités de tout le monde. Sur les photos de chacun de vos collaborateurs. C'est une volonté de votre part ? Absolument, je m'en cache pas. C'est quelque chose. On revient à votre première question d'ailleurs, qui est que je pense que vraiment peut-être que j'aurais pas eu besoin de le dire, mais j'ai vraiment toujours eu l'envie de quand je montais une boîte, de m'assurer que ce serait une boîte diverse, d'ailleurs sous différentes formes, en tant que avec les genres, avec les nationalités. Et donc je voulais vraiment que le message soit passé, notamment pour les futures personnes qui veulent nous rejoindre, de comprendre que c'est un peu une condition qu'il faut vouloir être dans une équipe internationale. On travaille en anglais d'ailleurs, et c'est pas des fois assez tentant de revenir en français, mais on essaie vraiment de cultiver cette culture de boîte qui permet de continuer à grandir. Et surtout, il faut le dire, notamment en termes de recherche, très souvent, même si la recherche est très active en France, l'idée, c'est que je veux pas me fermer à une sorte de communauté, et notamment dans la FIV. Parlons du marché de la FIV, c'est quand même un marché qui... La FIV, fécondation in vitro. Pardon, oui. Merci. La fécondation in vitro, c'est quand même alors le marché est très intéressant en France, la recherche est très intéressante, mais qui se veut très international. Donc, pour vous donner un exemple, le marché espagnol, donc c'est pas seulement parce que je suis espagnole, mais en soi est très intéressant. Donc, c'était aussi important pour moi dès le début de clairement dire, écoutez, on est en France parce qu'il y a plein de raisons de monter une start-up en France aujourd'hui, et parce qu'il y a plein de recherches intéressantes. En revanche, je suis aussi intéressée par monter une boîte et à collaborer avec des gens de partout dans le monde. Et en plus, c'est un peu à l'image, mine de rien, comme on en parlait tout à l'heure, de ma carrière, pour dire que ça commence en France, on va rester en France, ça va pas s'arrêter à la France.
Vous parlez franchement, alors j'ai envie de continuer à pousser le bouchon. Quel message vous avez envie d'envoyer, de donner à nos auditeurs, à ces auditeurs qui sont chercheurs, jeunes chercheurs, qui voient les startups comme un monde à part, et c'est un monde à part d'une certaine manière, fait d'anglicisme et de levée de fonds, de hedge fund, d'equity, des termes qui parfois m'échappent aussi. Mais ça reste aussi un monde attirant, en tout cas c'est un monde qui vous a attiré. Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez, un message que vous avez envie de faire passer ? Alors j'en aurais plusieurs. Je suis pas sûre de donner le plus important d'abord, mais le premier c'est vraiment de pas penser que vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'avez pas été formé, parce que vous n'avez pas fait un MBA ou parce que vous n'avez pas fait des études qui sonnent plus business. Alors après, c'est ma première boîte, je parle pas non plus d'expérience, je sais pas, 40 ans d'expérience en start-up, mais c'est vraiment, on apprend sur le tas. Il y a vraiment, si vous le voulez, vous le pourrez. Surtout qu'en fait, l'autre message qu'il faut envoyer, c'est on le fait jamais seul. Je suis seule, fondatrice ou fondateur, mais on s'entoure. C'est d'ailleurs une des grandes qualités supposément des fondateurs qui réussissent, c'est qu'ils savent s'entourer, ils savent compléter leurs compétences. Donc, si vous le voulez vraiment, faites-le vraiment. Et en plus, notamment en France, maintenant, il y a quand même un très bel écosystème. Notamment, j'en reparle, mais la BPI France avec les nombreuses bourses qu'ils donnent. Mais encore une fois, le fait qu'il y a de plus en plus de fondateurs à Paris, et je pense que ça a déjà un effet un peu non linéaire. C'est beaucoup plus facile maintenant d'écrire sur LinkedIn à quelqu'un pour dire j'ai besoin de prendre un café avec toi parce que j'ai besoin de lâcher un peu du lest qu'avant. Donc, j'encouragerais, le message, c'est faites-le si vous voulez. En revanche, assurez-vous vraiment de le vouloir. Parce qu'après, peut-être parce qu'après, c'est difficile de revenir dans l'académie. Absolument. Si on la quitte, on n'a pas publié. Absolument. On a consacré des années de sa vie à autre chose qu'à la sacro-sainte publication. Et le retour, il est difficile aujourd'hui. Oui, et il est difficile non seulement logistiquement, dans le sens où je pense pas qu'aujourd'hui on embauche beaucoup dans la recherche publique des gens qui ont été dans une start-up, mais même en pratique, parce qu'on arrête on arrête de faire de la recherche. Bon, vous me direz encore une fois, quand on monte dans les grades de la recherche, on fait de moins en moins de recherche aussi en tant que prof, mais c'est quand même différent. C'est quand même on passe, on va dire, complètement à autre chose. Donc voilà, ce serait le message, c'est assurer que vous le voulez, parce que c'est vrai que très souvent, alors comme vous l'avez dit, je parle franchement, peut-être trop franchement, mais on a tendance à associer un peu du glamour aux startups. Désolée de le dire, mais très souvent c'est le cas. Mais il faudrait pas non plus se laisser entre guillemets berner par l'idée que c'est facile. Enfin non, pardon, personne pense que c'est facile, mais que c'est forcément mieux. Voilà, non. Ou que c'est mieux. Ouais. Voilà, exactement. C'est plutôt le mieux. C'est que c'est génial. Et moi, comme vous l'avez compris, je ne retournerai pas en recherche, même si je ne veux que encourager d'autres personnes à le faire. Mais c'est pas pour tout le monde. Un monde fait que d'entrepreneurs, attention, ce serait assez horrible, de la même manière qu'un monde fait que de chercheurs. Donc, c'est vraiment de s'assurer qu'on y va pour les bonnes raisons. Et par contre, quand vous y allez, allez-y à fond, n'ayez pas peur, demandez de l'aide. Et dans le pire des cas, vous aurez appris énormément, aussi bien professionnellement que personnellement. En revanche, je reviens sur votre commentaire. C'est vrai qu'après, pour revenir sur la recherche, ça risque d'être un peu dur. Merci Alexandra, merci de votre franchise, merci de votre témoignage et de la confiance que vous nous avez accordée. Chers auditeurs, c'était le déclic Deep Tech, Alexandra Boussomier-Caliera. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée où vous soyez. À bientôt. Ce podcast a été réalisé par The Meta News en partenariat avec BPI France dans les studios de Chez Jean Productions. À très bientôt pour un nouvel épisode. Si vous nous aimez, notez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée.